Edwige Chevrillon, la grande interview. Grande interview ce soir et bonsoir, c'est Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliade, le patron de Free. Bonsoir Thomas Reynaud. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci pour votre invitation. Et merci d'être avec nous, il y a beaucoup d'actualités, on va parler des prix, on va parler de l'amende record puisque vous avez réussi à faire condamner, attention, Bouygues Télécom, mais qui en même temps a fait appel, donc on y reviendra. On parlera de la réorganisation de votre groupe que vous avez lancé il y a juste quelques jours. Et puis on va quand même parler de demain. Demain, il se passe un moment important dans l'histoire de votre groupe, puisque Xavier Niel a décidé de partir à l'assaut de M6 pour créer 6. Et donc il est auditionné, au même titre que Nicolas Taverneau, bien sûr, que TF1 du reste, devant l'Arcom, l'autorité des télévisions. Thomas Reynaud, est-ce que c'est important d'avoir un groupe de télécom adossé à une télévision? Je m'explique, vous voyez bien là où vous êtes, SFR, BFM, Bouygues, et Bouygues Télécom, TF1, et Free, M6, c'est ça la logique? Alors, nous sommes partenaires des grands groupes de médias chez Free depuis un certain nombre d'années. On a permis aux groupes de médias de développer des nouveaux services, la Catch-up TV, télévision de rattrapage, de démultiplier leur audience. Mais sur le sujet que vous mentionnez, je tiens à préciser que ce n'est pas un projet qui est porté directement par Free, mais qui est porté par son actionnaire, par Xavier Niel. Et je voudrais surtout pas spoiler l'audition de Xavier Niel qui aura lieu demain matin devant l'Arcom. Oui, mais c'est pour ça que je posais, je comprends bien évidemment ce que vous nous dites. C'est plutôt presque sur le plan industriel. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un groupe de télécom derrière soi lorsqu'on a une télévision? Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence pour M6, hein, c'est vrai. Et aujourd'hui, Free reste un groupe indépendant, uniquement présent dans les télécoms. Et sur cette question-là, je crois que vous aurez une grande partie des réponses demain devant l'Arcom. Et comme le disent nos cousins québécois, je vais surtout pas divulgacher des éléments. Ne divulgachons pas alors. Réorganisation annoncée, et que maintenant vous avez mise en place, avec maintenant un patron de Free, en fait, pour la France. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pourquoi cette réorganisation? Il y a un patron de l'Italie, avec il y a l'Italie, et un patron de la Pologne, avec UPC Pologne. Pourquoi cette réorganisation? Et vous, le big boss, bien sûr. Alors, nous avons beaucoup grandi ces dernières années. On est passé en l'espace de 5 ans du statut de dernier entrant sur le marché français à celui de 6e groupe de télécom européen. On a désormais 46 millions d'abonnés qui nous font confiance en Europe. C'est beaucoup de monde, hein, c'est 10% de la population européenne qui utilise chaque jour nos réseaux. Et on a souhaité mettre en place une organisation qui reflète ces changements. Et désormais, chaque pays a sa propre direction générale. Oui, et ça change quoi? Et ça change quoi? Déjà, d'une part, ça nous permet... Et j'ai envie de dire, si c'est si important, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? On l'a fait, ça correspond au moment. On est en train de grandir, on a la volonté de continuer à grandir vers des nouveaux métiers, vers des nouvelles géographies, de consolider nos positions dans nos 3 pays, dans nos 3 grands pays. Et ça correspond à ce moment. Avec la volonté, et c'est un enjeu, hein, moi quand je suis rentré dans le groupe, on était 200. On est désormais 17 000 collaborateurs. Et on souhaite rester une organisation à taille humaine, on souhaite rester à l'écoute de nos abonnés. Et cette nouvelle organisation va nous permettre de continuer à être très réactifs et apporter le meilleur des services à nos abonnés. La Pologne, je crois, la Pologne se développe très très bien. L'Italie aussi. Est-ce que ça se développe mieux que Free en France? Finalement, je vais poser ma question autrement. Est-ce que c'est plus facile de gagner de l'argent en Italie, en Pologne, qu'en France où la concurrence est rude? Alors ce sont 3 pays qui sont très concurrentiels. On a des positionnements stratégiques un peu différents. En Italie, on va fêter dans quelques mois notre 5e anniversaire. On aura 10 millions d'abonnés. On vient tout juste de rentrer. C'est le début de l'aventure. On vient aventure compliquée, mais belle aventure. Ah, belle aventure. Un succès commercial assez exceptionnel. On vient tout juste de lancer notre Freebox en Italie. Nous sommes désormais un opérateur convergent. En France, on a 21 millions de Français qui utilisent nos services. Et en Pologne, on a racheté il y a 3 ans le 2e opérateur mobile. On a complété notre dispositif en rachetant le 2e fournisseur d'accès à Internet. Et on est en train de créer un opérateur convergent. Et vous gagnez de l'argent en Pologne? Et nous gagnons de l'argent en Pologne. Nous investissons beaucoup. C'est quoi les chiffres, grosso modo? La France représente encore 60-65%
Oui, mais en termes de chiffre d'affaires et de résultats, oui. Alors, cette année, le groupe Iliad, dans son ensemble, dans ces 3 grands pays, devrait faire quasiment 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et avec une spécificité, une singularité forte par rapport au reste du secteur des télécoms en Europe, c'est qu'on a une croissance organique qui est très importante, de l'ordre de 6%, ce qui est unique. On est le groupe de télécoms en Europe qui a la croissance la plus forte. D'accord. Et sur les 9 milliards, la France représente combien ? La Pologne et l'Italie. Alors, la France... Quand vous dites, la dernière fois vous êtes venu, vous veniez à peine de racheter la Pologne, donc c'est vous dire si on a besoin d'une petite mise à jour, d'un reset, comme on dit. La France représente 65% de l'activité de notre groupe. Donc vous voulez qu'on fasse les calculs? La Pologne, 25%, et l'Italie, 10%. D'accord. C'est un équilibre qui doit rester comme ça, qui va évoluer ou pas? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à croître dans nos 3 pays. On a des nouveaux métiers en France, notamment, on adresse désormais le marché entreprise. On était connu pour être un groupe de télécom grand public. On est désormais présent sur le marché entreprise. On vient tout juste de lancer notre activité de fournisseur d'accès à Internet en Italie. Et en Pologne, on met en place une stratégie de convergence. Justement, vous avez lancé la Freebox en Italie. Ça a été toujours un peu compliqué. Vous me direz, l'Italie, c'est toujours compliqué. Vous avez combien d'abonnés, là? En Italie, on a un peu plus de 9 millions d'abonnés mobiles. Sur la Freebox, là? Non. Et sur la Freebox, environ 200 000. D'accord, ok. Donc ça rentre à peu près dans... Ça monte en puissance. On l'a lancé tout début d'année dernière. On va fêter nos 1 an sur notre Freebox italienne et nous sommes en train d'accélérer. Et on ne commercialise notre accès Internet en Italie uniquement sur de l'infrastructure fibre. Oui. Tom Moreno, avant de passer peut-être à la France, juste on voit bien qu'il y a un point important, c'est la croissance européenne. Quels sont les autres pays où vous comptez vous développer? J'ai envie de dire, l'Espagne est déjà un peu phagocytée par Orange, évidemment. Quels sont les autres pays qui vous intéressent, où vous dites que là, on a une part de marché? Non, on ne s'interdit rien. Après, ça dépend des opportunités qui se présentent. Oui, mais justement, je vous demande... Et notamment, on regardera et on souhaite être un des acteurs de cette consolidation européenne. Moi, j'ai la conviction extrêmement forte que l'Europe a besoin d'opérateurs télécoms puissants. C'est une question à la fois de souveraineté, et que ces opérateurs télécoms puissants ne doivent pas être nécessairement la prolongation des anciens monopoles, ceux que l'on appelle les opérateurs historiques, les France Télécom, les Telefonica, les Deutsche Telekom, mais doivent être des groupes de télécoms innovants, portés par une initiative privée et une approche très entrepreneuriale. Alors, on est présent dans 3 des 5 grands pays européens, des 6 grands pays européens, avec la France, l'Italie et la Pologne. Après, tout dépend des opportunités. Je n'ai pas aujourd'hui un nom précis, une cible précise. Est-ce que quand vous en rajoutez 6, ça veut dire que le Royaume-Uni fait partie de votre cible ou pas? Ou le fait que ça soit maintenant hors d'Europe, vous excluez? Il y a une proximité très forte avec la France et avec l'Europe, bien évidemment. Ça pourrait être une étape logique, mais il n'y a aucun projet concret. Le 5, vous êtes passé de 5 à 6, je me suis dit, tiens, ça doit être la Grande-Bretagne peut-être, ou le Royaume-Uni. Si on parle un instant de consolidation, oui. Vous avez... Il y a une note de la Direction Générale du Trésor, intéressante pour vous, qui vient tout juste d'être publiée, c'était le 17 janvier 2023, qui montre le rôle important que Free a joué, en fait, en France, notamment pour... maintenir ou attirer des prix bas. Est-ce que, quelque part, ça veut dire qu'en France, la consolidation, c'est une illusion, non? En France, c'est un peu le mythe de la consolidation. Tout le monde en parle et finalement, j'ai reçu les uns et les autres. Je vais vous donner un scoop, il n'y a aucune discussion en ce moment de consolidation. Free ne sera jamais à vendre. Oui. C'est important de le dire. Si jamais un jour, un de nos concurrents décidait de se vendre, bien évidemment... Les cadres disent ça, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de consolidation. On a un beau projet d'entreprise. On est devenu le 2e employeur du secteur, devant Bouygues, devant SFR. On continue de grandir. Notre souhait, c'est d'apporter et de continuer à faire mieux et moins cher. Oui, mais faire mieux et moins cher. On va parler des prix que vous avez bloqués. Mais la question qu'on peut se demander, c'est où sont les relais de croissance ? En France, je reste sur la France. Où sont les relais de croissance? Les relais de croissance sont présents. On continue à gagner des abonnés. Nous étions numéro 1 en termes de recrutement d'abonnés en 2022. On continue à aller vers des nouveaux métiers. Les télécoms à destination des entreprises. On se diversifie aussi. Oui, mais c'est une initiative importante sur le cloud. Et on réussit à avoir une belle croissance de l'ordre de 6%, à investir massivement et à créer des emplois. Cette année, en 2023, en France, on devrait créer environ 600 emplois nets.
Oui, ça c'est 600 emplois, ça fait beaucoup, hein. Oui, oui, oui. Mais continuez à investir. Alors déjà, on va parler des prix, parce que les prix, vous avez annoncé, comme vous l'avez fait au moment de votre lancement, que vous maintenez sur les forfaits mobiles, les prix étaient figés. Oui. Hein. Donc ça pour combien de temps? Alors c'est une promesse qui est extrêmement forte. Hein. On s'est lancé en 2012. Depuis 2012, on n'a pas augmenté d'1 centime nos prix, alors que tout augmente. Et particulièrement depuis 1 an. Et on a pris l'engagement sur les 4 prochaines années de ne pas augmenter d'1 seul centime les tarifs de nos forfaits mobiles à 2 € et à 19,99 €. C'est un choix qui nous engage, c'est un choix qui est exigeant parce que nous sommes confrontés aussi sur notre chaîne d'approvisionnement, sur l'énergie, à la question de l'inflation, ce qui nous pousse à être toujours plus innovants. D'une part, de faire la chasse au gaspillage dans notre organisation, d'autre, continuer plus que jamais à faire le pari de l'innovation. Et là, on a un positionnement qui est totalement à part par rapport à nos 3 concurrents. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous sommes les seuls à concevoir en interne nos propres Freebox. Et c'est aussi une évolution de notre organisation. On a la culture de l'internalisation. On a lancé un nouveau service d'assistance de proximité. On va y revenir, parce qu'en même temps, on voit que vous tombez pas mal en panne. Donc, je ne peux pas vous laisser ça dire ça. On verra ça. Je sais pas, c'est pas moi qui le dis, évidemment. C'est un baromètre qui le dit. Non, pas du tout. Non, c'est un baromètre ADSL qui le dit. Non, revenons sur les prix. Vous ne bougez pas les prix. Donc maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui de l'argent dans les télécoms? Vous voyez, la 5G, c'est très bien, mais c'est pas du tout la révolution qu'on attendait, notamment pour les particuliers. On disait, ça y est, on va pouvoir augmenter les forfaits parce que la 5G apporte beaucoup plus de services, etc. On voit bien tous les jours au quotidien, ça change pas beaucoup. Je suis pas d'accord avec vous, Edwige, pour 2 raisons. La 5G, c'est quoi? De manière très simplifiée, c'est la téléphonie mobile en plus rapide et en plus fiable. Et la 5G a un intérêt à très court terme, y compris pour les particuliers, c'est que ça évite un engorgement de nos réseaux. On fait face aujourd'hui à une augmentation du trafic de données transporté par nos réseaux de l'ordre de 35% par an. C'est tout simplement colossal. Et grâce à la 5G, on évite un engorgement. Puis la 5G, c'est aussi important pour une deuxième raison. Vous le savez, un des grands défis de l'économie française, c'est sa réindustrialisation. Oui. Ça a été vraiment, au cours des 30 dernières années, la part de l'industrie dans notre pays a très fortement baissé. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'économie assez importante. Et la 5G peut être une partie de la réponse. Nous avons inauguré il y a quelques semaines la plus grande usine connectée en 5G d'Europe, à Calais, une usine Alcatel Submarine Network, c'est 50 000 mètres carrés, ce sont des fabricants de câbles sous-marins, c'est assez impressionnant, et il n'y aura pas demain d'usine en France s'il n'y a pas d'usine connectée et s'il n'y a pas d'usine connectée en 5G. Donc c'est une révolution à très haut débit mais à bas bruit, ce qui est en train de se passer sur les usages industriels. Mais c'est en train d'arriver. Est-ce que là, vous voyez ce que je cherche, c'est où est la création de valeur pour des opérateurs télécoms comme vous ou d'autres? Où est-ce que c'est? La création de valeur sur un projet comme celui-ci, c'est une création de valeur énorme déjà pour Alcatel Submarine Network, fiabiliser ses process industriels pour nous, parce que c'est un contrat qui a été intéressant. Et quand on regarde les 4 opérateurs télécoms dans leur ensemble en France, et je crois que c'est le discours qu'ils vous tiennent lorsqu'ils viennent sur votre plateau, ils restent profitable et continue à investir. Et une des grandes réussites de l'économie française des 20 dernières années. Et c'est ce que dit cette étude de la Direction générale du Trésor de Bercy. C'est l'ouverture à la concurrence des télécoms. C'est une équation exceptionnelle. C'est à la fois de l'investissement, c'est de l'innovation. On fait la course en tête sur la fibre optique, sur la 5G en Europe. Nous, les 4 opérateurs, pas seulement Free. Et ce sont des prix attractifs pour nos concitoyens. Est-ce que sur les particuliers aujourd'hui, les opérateurs télécoms gagnent de l'argent? Oui. Ouais. Nous investissons et nous avons un retour sur investissement qui pourrait être certes plus important. Nous sommes dans un secteur qui est concurrentiel, mais c'est une des grandes réussites, j'insiste, de notre économie. Et on a 4 acteurs en plus qui sont détenus par des intérêts français. Oui. Et en même temps très différent, parce que justement, lorsqu'on discute avec Orange, ils vous disent nous, on va augmenter un peu les prix parce que justement, on a un service
qui est peut-être plus fiable que les autres opérateurs, et que notamment que Free. Vous leur répondez quoi? Je revendique d'avoir le service le plus fiable, que Free a le service le plus fiable. On le voit d'ailleurs à la fois au travers du taux de satisfaction de nos abonnés, on le voit avec la dynamique commerciale. Nous avons été numéro 1 en termes de recrutement d'abonnés mobiles, d'abonnés fixes en 2022. On le voit aussi avec l'incroyable amélioration de la qualité de nos réseaux grâce à la fibre et grâce à la 5G. Nous faisons la course en tête sur la 5G, nous sommes le premier réseau de 5G en France. Ce sont des réalités, ce sont des investissements, et c'est le résultat de notre politique d'investissement et d'innovation. Oui, avant quand même, c'est ce qui est écrit du reste dans cette note du Trésor, c'est qu'avant c'était un peu des rentes avec des prix élevés. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, il y a moins de rentes. Mais c'est une bonne chose. Oui, moi, je suis contre les rentes, et c'est l'histoire de Free. Oui, mais pour ça, est-ce qu'on peut gagner encore de l'argent avec les télécoms? Est-ce que la consolidation ne sera pas quand même à un moment nécessaire? Voilà. Une consolidation en Europe, que l'on appelle transfrontalière, est probablement importante. Parce que moi, j'ai la conviction que l'Europe, si elle n'est pas une puissance économique, sera tout simplement pas une puissance géopolitique. Et les premiers acteurs de cette souveraineté numérique sont les opérateurs télécoms. Donc, je crois beaucoup, et c'est un peu la trajectoire de notre groupe de ces dernières années. On était un acteur franco-français et on est devenu, au cours des 5 dernières années, le 6e opérateur télécom européen. Oui. Donc, en fait, pour vous, la consolidation, elle va se dérouler, mais au niveau européen. Elle va se dérouler au niveau européen et au cas par cas, en fonction des configurations de marché, en fonction du jeu des acteurs, des actionnaires de ces opérateurs. Il peut y avoir potentiellement des consolidations, mais ce n'est pas d'actualité. En tout cas, c'est ma compréhension en France demain. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, justement, l'innovation est toujours aussi forte qu'avant? Parce que vous l'avez dit, Free, vous avez développé en interne vos box, donc on attendait toujours ça. La dernière était peut-être un tout petit peu moins innovante que les autres, la dernière box. Mais est-ce que l'innovation est toujours aussi forte, vous trouvez, en France? Ah oui, puis la dernière Freebox, la Freebox Pop, elle a fait un carton. Elle a fait un carton parce qu'elle est très innovante. On a fortement amélioré la qualité de notre Wi-Fi. On a mis en place des répéteurs. On sait que le sujet numéro 1, c'est avoir une bonne couverture en Wi-Fi de son domicile. Et on a apporté toute une série de nouvelles innovations fortes, même aussi en termes d'usage, en termes de plateformes audiovisuelles. Et on va continuer à investir et on va continuer à vous surprendre avec nos Freebox. Où est-ce que vous allez... parce qu'au niveau investissement, on voit bien que là, vous avez eu tous les opérateurs, vous avez investi d'une manière massive, notamment pour les infrastructures de la 5G. Aujourd'hui, ça y est, la France est quasiment couverte. Pas complètement, mais enfin quasiment couverte. Où sont les gros investissements de demain ? Alors, il nous reste encore un programme d'investissement assez important. Si jamais je prends le cas de Free, on a déployé 31 millions de prises en fibre optique. C'est un investissement de plus de 6 milliards d'euros. Ça a été notre priorité industrielle ces dernières années. Et ça représente environ 80% des foyers français. Il nous reste encore à faire ces 20 derniers pourcents. Et on sait que les derniers pourcents, qui sont dans des zones rurales, des zones d'habitat isolé, seront assez onéreuses. Et c'est pour ça qu'on les fait avec un modèle de mutualisation et en partenariat dans un certain nombre de cas avec les collectivités locales. Sur la 5G, on a fait une grande partie du chemin. On a aussi adressé collectivement avec les 3 autres opérateurs la question des zones blanches en France en termes d'aménagement du territoire. Après, l'enjeu pour nous, c'est de continuer à absorber ce volume de trafic qui augmente de 35% par an et qui nous impose d'innover et de continuer à investir. Oui. En termes de sobriété énergétique, on peut signaler, parce que vous l'avez annoncé tout à l'heure, votre premier partenariat public-privé avec Engie. C'est c'est une ferme photovoltaïque. Une ferme, voilà, je trouvais le mot ferme qui m'échappait, pardon. Une ferme photovoltaïque. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire. Oui. C'est un énorme projet. Hein. Oui, c'est une première étape importante dans notre plan de décarbonation. On prend aussi d'autres initiatives, mais c'est une ferme photovoltaïque dans la forêt des Landes, à la Brite, dans une partie de la forêt des Landes qui avait été détruite en partie en 2009, lors de la tempête de 2009. Et c'est 50 000 panneaux photovoltaïques qui nous permettent de couvrir les besoins en électricité d'environ de plus de 1 million, 1,5 million de nos abonnés. D'autres initiatives vont arriver de ce type-là, ces programmes d'investissement dans des capacités d'énergie renouvelable, et notamment, et ça c'est qui est très important, en Pologne
et en Italie, où l'électricité est très fortement carbonée. En France, on a la chance d'avoir une électricité faiblement carbonée, grâce notamment au nucléaire. Mais en Italie et en Pologne, c'est un impératif pour nous d'aller investir dans des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Vous êtes fixé 2035 pour être neutre, non? Pour atteindre la neutralité carbone, c'est toute une série d'initiatives. Hein. C'est une démarche qui s'inscrit dans le temps long. Je pourrais venir demain matin sur votre plateau extrêmement fier pour vous dire ça y est, on a atteint la neutralité carbone en ayant signé un chèque de 3 millions d'euros, en ayant acheté des certificats justement d'énergie renouvelable. C'est pas le cas. Nous, ce que l'on veut faire, c'est agir. Donc, on agit d'une part sur l'efficacité énergétique de nos réseaux. On agit beaucoup sur nos freebox, dont on a divisé par 3 la consommation électrique, qui sont désormais entièrement recyclables. On mène aussi tout un travail sur notre politique d'approvisionnement. On a réussi pendant 2 ans à se passer de fret aérien, à basculer entièrement sur le fret ferroviaire et le fret maritime. Ça a été un projet extrêmement lourd, qui est coûteux. Et c'est pour ça qu'on va investir 1 milliard d'euros dans cette transition environnementale sur les 15 prochaines années pour atteindre cet objectif de neutralité carbone qui est probablement le principal défi de notre génération de dirigeants. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vu peut-être les déclarations de Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge du marché intérieur, qui a dit qu'il faudrait quand même se poser la question à propos des bandes passantes, donc ça vous concerne bien sûr, il faudrait sans doute faire payer les GAFAM. Donc ça y est, le débat il est lancé. Quelle est votre position en tant que patron d'Iliad et de Free? Donc c'est la question qui est posée, c'est le partage des investissements et faire participer les grandes plateformes américaines au financement de nos réseaux. Ce soir, à 21h, ça sera le pic de trafic sur notre réseau et on aura 85% de la bande passante qui sera utilisée par 5 grandes plateformes américaines. Bien évidemment, on peut être qu'en support de cette démarche proposée par le commissaire Breton. On est, nous, chez Free, toujours extrêmement vigilants sur la question de la neutralité du net, qui est un principe fondateur, qui permet la libre circulation de l'information. Et on est plutôt favorable. On attend de voir quelles seront les mesures concrètes qui seront proposées par la Commission européenne. Une consultation vient d'être ouverte, ou va être ouverte dans quelques semaines, sur ce sujet-là, qui va être un appel, quelque part. Mais vous allez répondre sur le principe, vous dites oui, après il faut voir dans quelles conditions. Ah oui, bien sûr, oui. Nous, on est favorable, après il faut trouver le juste équilibre à ce que les grandes plateformes américaines, qui sont les premières utilisatrices de nos réseaux, participent d'une manière ou d'une autre au financement de ces infrastructures. Oui. Si on revient sur cette question juste d'amende, donc Bouygues Telecom a été condamné en première instance à vous verser 308 millions d'euros, comme une somme assez considérable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux c'est à propos d'achat groupé, fait le téléphone avec le forfait. La réponse de Bouygues Telecom est de dire, mais attendez, nous, on a toujours respecté la loi, ça existait. Donc, qu'est-ce que vous leur reprochez ? C'est un combat qui est mené depuis de longues années par Free. Vous le savez, on est rentré en 2012 sur une triple promesse sur le marché du mobile. Une promesse de pouvoir d'achat, une promesse d'innovation et une promesse importante de transparence. Et ce que l'on reproche à certaines offres dites subventionnées, qui sont des offres avec engagement pour essayer d'acheter un terminal, c'est d'être ni plus ni moins que des crédits à la consommation déguisés sans aucune forme de protection pour le consommateur, pour l'abonné. Donc cette décision de justice, elle vient d'une part réparer une part du préjudice subi par Free Mobile, qui a toujours refusé de rentrer dans ce type de démarche, mais surtout une grande victoire pour la transparence du marché du mobile en France et pour les consommateurs. Ils ont fait appel. Ils ont fait appel. Oui, vous le confirmez, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire appel, mais ça y est. Je crois comprendre, en tout cas, je crois comprendre qu'il laissait entendre qu'ils allaient faire appel. D'accord, ok, donc le dossier est toujours en cours. Peut-être une dernière question. À 21h, il se passe aussi quelque chose. Je crois que vous êtes un grand amateur de foot. Il y a le PSG, Bayern de Munich. Il y a certains qui fêtent la Saint-Valentin, d'autres vont regarder le match de foot un peu contraint, peut-être. C'est quoi votre pronostic ? Je fêterai la Saint-Valentin ce soir au Parc des Princes et j'espère un 3-0 pour Paris. 3-0, ah bah ça y est, vous vous lancez. Merci beaucoup, Thomas Reynaud. Donc demain, jour important, vous allez accompagner Xavier Niel à l'Arcom ? Xavier Niel portera ce projet ambitieux. Oui, mais vous pouvez. Est-ce que il aura une équipe ? Il aura vous. Il aura une équipe. Second. Il aura une équipe. Donc vous y serez. Personne spécialiste des médias. D'accord, ok. Donc ça ne sera pas vous.
On a compris. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Edwige Chevrillon. Un jour important, donc réorganisation, grand projet pour Iliad et pour Free et croissance européenne. Vous l'avez laissé sous-entendre. Merci Thomas Reynaud d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de la grande interview. Demain, c'est Éric Coquerel, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui sera notre invité. Bonne soirée et bon match et bonne Saint-Valentin. Good Evening Business. Merci, un grand merci. Experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.